Bonjour à tous, merci d'être là avec nous aujourd'hui pour ce webinaire qui est organisé par le pôle méthode et statistiques de EVA sur les facteurs de confusion non mesurés. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc EVA, nous sommes une société qui travaillons sur les données du SNDS, les données de santé, notamment les données du SNDS, Système national des données de santé, avec lesquelles nous pouvons faire un certain nombre d'études pour répondre à des objectifs différents, notamment des études épidémiologiques, pharmaco-épidémiaux, pour travailler sur tout ce qui est efficacité, morbidité, mortalité et indicateurs épidémiologiques. Nous pouvons travailler également sur les parcours de soins, sur les données économiques, puisque dans le SNDS, nous avons accès aux données de remboursement qui nous permettent d'avoir des éléments économiques dans les études que nous conduisons. Et également, nous pouvons travailler sur tout ce qui est programme d'évaluation en santé. Notamment, nous sommes évaluateurs pour tout ce qui est article 51, où nous évaluons les expérimentations qui ont été acceptées dans le cadre de ce dispositif. Donc, chez EVA, nous sommes 35 employés répartis en différentes unités. Donc, ce qui nous caractérise, c'est que nous sommes experts dans les données du SNDS et dans le traitement de ces données, dans tout ce qui est analyse avancée, et également nous fournissons également des représentations graphiques dynamiques, synthétiques de ces grosses masses de données. Et d'ailleurs, je tiens à remercier les designeuses qui ont préparé ces slides avec nous. Donc aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour parler des facteurs de confusion non mesurés, parce qu'en effet, à partir de ces données médico-administratives, il nous manque souvent des données des données cliniques, que ce soit sur le patient, sur ses comorbidités ou sur sa maladie, la sévérité de sa maladie. Donc, dans ce cas-là, quand on étudie l'association entre une exposition, par exemple un traitement, et la survenue d'un événement de santé, d'un effet indésirable, cette association peut être biaisée si on n'arrive pas à bien ajuster sur les facteurs de confusion qui sont existants dans ce qu'on veut étudier. Donc, pour ce faire, nous allons traiter ici de deux aspects. Une partie plus design, méthodo, où Arnaud va nous présenter différents designs autocontrôlés. Et puis une deuxième partie statistique, où Éléonore et Nada nous parleront des différents modèles qui sont possibles de mettre en place pour pouvoir traiter ces facteurs de confusion non mesurés. Donc, je laisse la parole à Arnaud pour commencer ce webinaire. À tout à l'heure pour les questions. Merci. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler effectivement des designs autocontrôlés. L'idée principale derrière les designs autocontrôlés, c'est en fait qu'on va comparer le sujet à lui-même. Pour ça, on va inclure uniquement des sujets qui présentent l'événement d'intérêt dans le but de contrôler les facteurs de confusion mesurés et non mesurés qui sont stables dans le temps. Ça peut être par exemple le sexe, les facteurs génétiques, d'autres facteurs. Ces designs ne s'opposent pas au design traditionnel dans le sens qu'ils ne poursuivent pas le même objectif. Généralement, dans les designs de cohorte, par exemple, on va plutôt chercher à étudier des expositions chroniques, alors que dans les designs autocontrôlés, on va généralement plutôt s'intéresser aux expositions aiguës ou intermittentes. Le premier design autocontrôlé à être apparu, c'est le case crossover. C'est un design qui va nous permettre d'introduire un concept important dans l'utilisation des designs autocontrôlés, que sont les paires discordantes. L'idée, c'est que pour chaque patient, on va s'intéresser à une période contrôle et une période K, et on va regarder si le patient a eu l'exposition d'intérêt dans chacune de ces périodes. À partir de ces expositions ou non-expositions dans les périodes K et contrôle, on va calculer un odds ratio, et comme cet odds ratio, il est estimé à partir du nombre de sujets exposés sur la période K et du nombre de sujets non exposés sur la période contrôle, qu'on va ramener au nombre de sujets non exposés sur la période K et au nombre de sujets exposés sur la période contrôle. En fait, les paires concordantes, c'est-à-dire les patients qui seraient, par exemple, exposés dans les deux périodes ou non exposés dans les deux périodes, en fait, elles ne nous intéressent pas parce qu'elles s'annulent dans le calcul. Donc, on va s'intéresser qu'aux patients qui ont une paire discordante d'exposition entre les deux périodes d'intérêt. Le case crossover, il va reposer sur trois hypothèses de base. L'hypothèse que l'événement est rare dans la population générale,
que le risque d'avoir l'événement, il est stable au cours du temps et que la probabilité d'être exposé est stable dans le temps, c'est-à-dire, enfin, autrement dit, c'est ce qu'on appelle ne pas avoir de tendance dans la probabilité d'exposition. Et on y reviendra plus tard, puisque quand ces hypothèses ne sont pas vérifiées, on va pouvoir utiliser d'autres designs, des designs qui généralement sont des extensions du case crossover. On peut donner par exemple cette étude pour illustrer le case crossover. C'est une étude qui étudiait le risque d'avoir un accident de voiture chez la population âgée consommatrice de benzodiazépines. Là, on a utilisé un case crossover parce que on n'avait pas de quoi, dans cette base de données, mesurer des facteurs de confusion d'intérêt et parce que l'étude avait été faite sur un échantillon qui était non représentatif de la population des conducteurs âgés. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a utilisé ce design de case crossover. L'idée, c'est qu'on allait regarder l'exposition aux benzodiazépines dans la semaine qui précédait l'accident et dans les semaines encore antérieures. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, comme dit précédemment dans notre design, tous nos patients ont l'événement d'intérêt, puisqu'on a pris uniquement des patients qui avaient l'accident de la route. Et donc l'étude, au final, montrait que le risque d'accident, il était augmenté chez les patients qui étaient consommateurs de benzodiazépines à durée de demi-vie longue, mais que chez les patients qui avaient initié récemment un traitement par benzodiazépine, c'est-à-dire chez les patients qui avaient moins de 5 prescriptions moins de 5 prescriptions dans l'année avant la date de l'accident. Alors on a dit que pour un case crossover, on ne devait pas avoir de tendance dans l'exposition. Si on en a une, et on va y revenir, c'est par exemple souvent le cas dans les études pendant la grossesse, on va utiliser un autre design qui est le case time control. L'idée du case time control, c'est que on va faire un case crossover, exactement le même principe qu'un case crossover, mais en plus, on va ajuster l'odd ratio sur un groupe contrôle, qui est en fait un groupe qui, lui, ne va pas avoir l'événement. C'est ce qu'on voit dans le petit schéma. Sur le groupe de patients du bas, ils n'ont pas l'événement, mais qui ont a priori la même tendance d'exposition que les cas, c'est-à-dire la même probabilité d'être exposé dans les différentes périodes d'intérêt que le groupe K. On peut donner en exemple pour le case time control cette étude qui est faite dans une population de femmes enceintes où l'objectif de l'étude c'était de regarder l'utilisation des antidépresseurs chez les femmes enceintes et le risque de maladie cardiaque congénitale chez l'enfant. Et donc on a regardé dans une grosse base de données danoise la présence d'une maladie cardiaque congénitale chez des enfants. Et on a regardé ensuite chez la mère si elle avait été exposée à un antidépresseur à différents moments de sa grossesse. Et là, le résultat de cette étude, c'est qu'on n'observait pas d'augmentation du risque selon l'exposition aux antidépresseurs chez la mère. Alors, contrairement aux études en case crossover où les périodes étaient définies, enfin de durée définie, les self-control case series généralisent le design autocontrôlé à des périodes de taille différentes et permettent d'utiliser toute l'information disponible pendant la période d'exposition. C'est un design qui a été développé à la base pour les vaccins dans le but de pouvoir suivre des périodes à risque d'événements après chaque injection. Là, l'idée, c'est qu'on va comparer différentes périodes chez un même patient, ça c'est comme les designs précédents, mais avec plusieurs périodes à risque de durée fixe et des périodes contrôle qui en fait vont être toutes les autres périodes de suivi du patient. Et on va calculer un incidence rate ratio qui va rapporter l'incidence de l'événement d'intérêt pendant les périodes à risque et l'incidence de l'événement d'intérêt pendant les périodes contrôle. Là, dans ce design, on a d'autres hypothèses de départ, principalement que la survenue de l'événement ne doit pas affecter la probabilité d'exposition ultérieure, que ce soit à cause d'un risque de mortalité élevé ou parce que l'événement est une contre-indication à l'exposition ou que l'événement est une raison de décaler dans le temps l'exposition. Et il faut également que les taux d'événements soient stables au cours de chaque période définie et que les événements soient indépendants, récurrents ou rares. Mais ce qui est intéressant avec le Self-Control Case Series, c'est qu'il y a pas mal d'extensions qui existent à ce design qui permettent de prendre en compte les cas où
une ou plusieurs de ces hypothèses ne sont pas vérifiées. Et c'est ce qu'on va montrer avec l'exemple suivant. C'est une étude d'Epifar récente sur les risques d'événements cardiovasculaires après des vaccinations au Covid. Et effectivement, cette étude, elle est particulièrement intéressante parce que les hypothèses n'étaient pas tout à fait vérifiées. Notamment, l'événement cardiovasculaire qui était étudié, c'était un événement qui avait une mortalité élevée et qui était une contre-indication à une réinjection de vaccin. Donc, ici, l'événement avait un impact sur la probabilité soit de réavoir l'événement, soit d'être re-exposé. Et cette étude, en termes de résultats, a montré qu'effectivement, il y avait une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires après l'exposition au vaccin Covid, mais que cette augmentation du risque diminuait rapidement dans le temps. Alors, l'idée de cette slide, c'est de résumer ce qu'on a dit précédemment, mais surtout d'insister sur la principale force de ces designs, c'est de contrôler les facteurs de confusion mesurés et non mesurés qui sont stables dans le temps. À l'inverse, la principale limite de ces designs, c'est qu'ils sont particulièrement sensibles à ce qu'on appelle la misclassification, c'est-à-dire d'être bien sûr que les périodes exposées sont vraiment des périodes exposées, et inversement que les périodes de contrôle soient vraiment des périodes de contrôle. Et ce sont des designs qui sont assez sensibles au biais de causalité inverse, en particulier pour le self-control case series. Pour résumer rapidement, on a le design de base qui est le case crossover, où on va prendre tous les patients qui ont l'événement et on va regarder une période K et une période contrôle. Si la probabilité d'être exposé n'est pas la même dans les deux périodes, on va pouvoir étendre ce design à un autre design qui est le case time control, où on va ajuster le case crossover sur un groupe témoin. Et on peut encore étendre ce design à toute la période de suivi du patient. C'est particulièrement intéressant quand on a des expositions intermittentes et éventuellement répétées, comme pour les vaccins, avec le self-control case series, où en fait là on va faire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va définir des périodes à risque ou non à risque, donc des périodes de contrôle, et regarder si l'événement survient, et si oui, dans laquelle de ces périodes il est survenu. Il existe d'autres designs autocontrôlés qu'on n'a pas présentés ici parce qu'ils sont un peu moins utilisés, mais on peut par exemple citer les analyses en séquence de symétrie ou les case time control. Et enfin, quand on n'a pas utilisé ces designs pour tout un tas de raisons, ou qu'on veut prendre en compte les facteurs de confusion non mesurés plutôt à l'étape de l'analyse statistique, on a aussi des méthodes spécifiques, et c'est ces méthodes statistiques que vont vous présenter Éléonore et Nada. Donc moi, je vais vous présenter la première méthode statistique qu'on va mettre en œuvre pour lutter contre les facteurs de confusion non mesurés, qui va être les e-values. Alors, au niveau de la théorie, quelle est l'idée de la e-value? Donc, la e-value, l'idée, ça va être de dire quelle serait finalement la force minimale d'association entre un facteur de confusion non mesuré et notre outcome pour annuler l'effet de notre traitement ou de notre exposition sur l'outcome. Ça va nous permettre finalement d'avoir une évaluation de la robustesse de notre étude. Alors, les principales forces de la e-value, ça va être sa simplicité déjà, et qu'en principe, ça requiert assez peu d'hypothèses. C'est une manière finalement quantitative de mesurer, d'indiquer à quel point le fait qu'il y ait de la confusion non mesurée va influencer nos résultats de manière quantitative. Donc, ça permet de discuter, par exemple, dans les articles. Les limites qu'on peut trouver à la e-value, c'est qu'il n'y a pas vraiment de seuil communément admis pour valider ou invalider les résultats en fonction de la e-value. C'est vraiment à la discrétion de chacun et en fonction des risques ratios qui sont trouvés dans l'étude ou dans la littérature. La deuxième limite, c'est en fait, ça reste, de la même manière qu'on a une p-value, ça reste un autre indicateur, la e-value, qui nous sert à valider ou non le résultat. Donc, ça a les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Au niveau du calcul de la e-value, je vous ai mis les formules ici.
Donc, c'est une formule qui est assez simple. Par exemple, ici, on avait un risque ratio qui est supérieur à 1 ou inférieur à 1. Voilà, la formule varie un petit peu, mais l'idée est la même. C'est une formule qu'on peut utiliser sur des données agrégées. Cette formule, elle va dépendre du design de l'étude, mais également du modèle statistique qui a été utilisé. Mais en tout cas, on peut l'adapter dans plein de cadres différents. Par exemple, une analyse de survie, c'est tout à fait possible. On peut également calculer la borne inférieure de l'intervalle de confiance de la value pour avoir une analyse un petit peu plus fine sur l'interprétation. Alors maintenant, je vais passer aux 2 exemples d'application. Le premier exemple, c'était la survenue d'un événement clinique après une intervention et on voulait voir l'influence du type de traitement. Donc le traitement A, c'était le traitement de référence et on avait 2 autres traitements, les traitements B et C. On avait un modèle logistique avec des OR qui variaient de 0,8 entre 0,8 et 0,9. Ils étaient tous les 2 significatifs. Cependant, lorsqu'on calcule la value, elle varie entre 1,2 et 1,5, ce qui semble finalement une force d'association assez modérée qui peut tout à fait se retrouver dans la nature. Donc, on peut dire que malheureusement, dans ce cas présent, notre étude est susceptible d'être influencée par des facteurs de confusion et notre effet de traitement peut tout à fait être annulé par la présence de ces facteurs qu'on n'aurait pas mesurés. Dans le deuxième cas, c'était une analyse sur le coût. Donc, c'était des patients qui avaient une certaine pathologie versus des patients qui n'avaient pas cette pathologie. On a utilisé un modèle négatif binomial GEE et on avait un risque ratio qui était de 2,3. Il était significatif et on trouvait une e-value de 4. Donc, dans le cas présent, ça paraît assez peu probable de trouver un facteur non mesuré qui ait une force d'association aussi grande avec le coût. Donc, la e-value semble indiquer une bonne robustesse de notre étude à la présence de facteurs de confusion non mesurés. Je vais laisser la parole à Nada. Donc, je vais vous parler des Negative Control Outcomes, qui est une autre méthode qui permet de tester la robustesse de nos résultats dans la présence de facteurs de confusion non mesurés. Ce type d'analyse peut s'appeler également analyse de falsification. Et sachez qu'il existe également un type d'analyse qui s'appelle Negative Control Exposures, qui est un témoin négatif pour les expositions. Alors, un petit peu de théorie pour commencer. D'où vient cette idée de Negative Control Outcomes? En réalité, l'utilisation de Negative Control Outcomes fait écho aux expérimentations en laboratoire, où pour chaque expérience, nous avons un témoin négatif qui va permettre de s'assurer que l'effet mesuré est réellement dû à l'exposition mesurée et que ce n'est pas le fait de bruit. Et de la même manière, on ne devrait pas observer un effet lorsque celui-ci est mécanistiquement impossible. Donc, on fait un petit peu écho à ce qui se fait au wet lab. L'utilisation de NCO va nous permettre de détecter la présence de confounding, de facteurs de confusion, et également d'identifier les biais résiduels. Et ce type d'analyse est très utilisé dans les études sur la vaccination et permet de mesurer l'effet protecteur d'un vaccin dans le cas, dans des scénarios ou des circonstances où le vaccin n'aurait pas pu être à l'origine de cette protection qui est conférée. Cependant, cette méthode a quelques limitations. Il faut bien faire attention lors de la sélection d'un bon candidat pour être un negative control outcome. Et pour cela, il faudrait avoir une bonne expertise sur le sujet épidémiologique ou clinique traité. De la même manière, le NCO va permettre de détecter la présence de biais, mais ne va pas nécessairement permettre d'en mesurer l'amplitude. Mais alors, comment est-ce qu'on va définir un bon candidat, un bon negative control outcome?
Notre NCO va agir comme un substitut pour notre outcome d'intérêt, Y, et à ce titre, il va être sujet aux mêmes potentielles sources de biais ou facteurs de confusion que ce dernier. Il est très important de noter qu'on ne peut pas avoir une association causale entre l'exposition étudiée et le candidat NCO à sélectionner. Et une hypothèse très importante que l'on fait dans le cadre d'une analyse de falsification sur l'outcome est que l'effet du facteur de confusion non mesuré Y sur ce facteur, sur notre NCO, est similaire que l'effet affectant notre outcome d'intérêt Y. Et pour figurer tout cela, nous avons représenté sur ce DAG, je vais mettre mon petit pointeur, hop, sur ce DAG, donc les hypothèses que je viens d'énoncer. D'abord, la plus importante, c'est l'absence donc de flèches qui pointent depuis donc le traitement ou l'exposition vers le NCO. Alors, notez que cette flèche peut exister dans le sens contraire, cela ne posera pas de souci. Et la deuxième hypothèse, c'est que donc l'effet du facteur de confusion non mesuré sur l'outcome et sur le NCO doit être identique. Et cette hypothèse-là, on ne peut pas la tester, souvent on ne peut pas la tester. Alors, la présence d'une association donc, entre notre NCO et l'exposition peut constituer une preuve importante de la présence de biais résiduels. Alors, quelques exemples. D'abord, la littérature scientifique abonde d'exemples où l'on utilise les NCO. Dans ce tableau, on vous a représenté, on a énoncé quatre études qui font recours au NCO et vous pourrez trouver les références de ces articles à la fin de cette présentation. Le tableau va détailler l'exposition étudiée, l'outcome d'intérêt à chaque fois, la source de biais suspecté, donc quel peut être notre facteur de confusion non mesuré dans ce cas et quel type de biais il va induire et le NCO choisi. Donc, je vais commenter la troisième étude ici. Donc, il s'agit d'une étude de Richardson et al. De 2014, donc plutôt récente, enfin plutôt, ça fait quand même une dizaine d'années, presque. Et donc ici, on étudiait donc l'effet de la radiation, de l'exposition aux radiations de type radon sur la survenue de cancer du poumon. Alors, dans cette étude-là, on ne disposait pas d'informations sur l'historique de consommation tabagique des participants, ce qui peut poser un problème parce que l'on sait que le tabac, la consommation de tabac est un facteur de risque pour le cancer des poumons. Et ça va induire bien sûr un biais de confusion et voire une modification d'effet dans ce qu'on va mesurer pour la radiation. Le NCO qui a été choisi dans le cadre de cette étude, c'est la COPD ou le Chronic Obstructive Pulmonary Disease, qui lui est également donc affecté par l'historique de tabagisme. Mais cependant, il n'y a pas d'études qui montrent une association entre la radiation et le COPD. Et donc, ça vérifie les hypothèses que nous avons vues dans le DAC précédent. Dans le SNDS, on vous a calculé un petit exemple. Alors, il s'agit d'un exemple où on étudie la survenue d'un effet indésirable qui sont les infections. Dans le cadre d'une étude sur une pathologie lourde. Et pour cela, on souhaite comparer donc l'effet d'un traitement A versus un traitement B, deux molécules différentes, sur la survenue de ces infections. Dans notre cas, nous avons choisi comme NCO la survenue donc d'une grossesse. Cette analyse a été réalisée évidemment uniquement chez les femmes et tous les facteurs, et on a ajusté pour les facteurs de confusion mesurés à travers un appariement. Ici, le facteur de confusion non mesuré peut être le choix donc de la thérapie ou du traitement par le spécialiste, parce que son choix va venir peser dans la balance dans le cas d'une pathologie lourde où les patients sont de base potentiellement immunodéprimés.
Et son choix va peser sur probablement une survenue d'infection, parce qu'on va privilégier une survenue, pas privilégiée, mais laisser une survenue d'infection pour éviter pour soigner dans le cadre de cette pathologie lourde. Et également, le choix de traitement peut également affecter le projet, donc le projet de grossesse. Les résultats. Donc, on ne trouve pas d'association significative ici entre notre traitement et le Negative Control Outcome, ce qui est plutôt rassurant et cela renforce la robustesse des résultats. Cependant, il se trouve que dans notre exemple, on n'avait pas d'association significative non plus entre le traitement, entre le traitement et la survenue des infections. Alors, notre exemple aurait été plus éloquent si ici on avait une association significative. Cependant, nous avons choisi de vous montrer ce résultat parce que l'absence un résultat négatif est également un résultat. Et je vais relaisser la parole à Éléonore pour la partie sur les variables instrumentales. Alors moi, je vais terminer sur la dernière méthode qu'on va présenter aujourd'hui, sur les variables instrumentales. Au niveau de la théorie, donc on se répète un petit peu, mais voilà, quand on a des facteurs de confusion mesurés, on peut contrôler finalement l'association entre le traitement et l'exposition qui passe par cette flèche-là. Cependant, on ne peut pas contrôler cette flèche-ci, qui est celle qui passe par les facteurs de confusion non mesurés. Donc l'idée des variables instrumentales, ça va être de trouver une variable qui va être très proche de notre traitement, de notre exposition, en tout cas qui va avoir une forte association avec notre traitement et notre exposition, et qui va permettre qui va avoir de bonnes propriétés, c'est-à-dire qui va permettre, à travers une analyse classique, en regardant l'effet de la variable instrumentale, de capter finalement l'effet de notre traitement ou notre exposition sur l'outcome. Quand on dit de bonnes propriétés, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, la première hypothèse qu'on va appeler A1, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que cette variable instrumentale soit très fortement liée à notre traitement, notre exposition. Les deux autres hypothèses, ça va être l'hypothèse que la variable instrumentale ne va pas être associée à notre facteur de confusion non mesuré, puisque dans ce cas, on aurait les mêmes problèmes que dans l'analyse principale avec le traitement et l'exposition, puisqu'il y aurait un chemin qui passerait par les facteurs de confusion non mesurés. Et la dernière hypothèse, c'est que la variable instrumentale ne joue pas directement sur l'outcome. En effet, quand on va ajuster sur la variable instrumentale, on ne peut pas trouver l'effet causal de la variable instrumentale, mais bien trouver l'effet qui passe par le traitement et l'exposition. Les deux dernières hypothèses ne sont pas testables, puisque il y en a une qui passe par U, qui est un facteur de confusion non mesuré, et une autre qui est un effet causal direct. Donc, c'est très difficile d'évaluer qu'il existe un effet causal direct, puisqu'il peut éventuellement passer par des facteurs comme les traitements concomitants. Mais la première hypothèse, A1, on va y passer un petit peu plus de temps, puisqu'elle est en tout cas partiellement testée. Pour pouvoir vous parler de cette première hypothèse, je vais avoir besoin de vous parler de quelques petites définitions avant. Donc ici, on a la variable instrumentale binaire en oui-non. Enfin, oui. Et le traitement binaire en oui-non également. On a une partie des patients qu'on va appeler les always takers. Ce sont les patients qui, quelle que soit la valeur de la variable instrumentale, vont prendre le traitement. À l'inverse, on va avoir des patients qu'on va appeler never takers, qui sont des patients qui, quelle que soit la valeur de la variable instrumentale, n'auraient pas pris le traitement. Ensuite, on a une autre catégorie qu'on va appeler les defiers, qui sont des patients qui vont prendre l'inverse du traitement attendu, sachant la valeur de la variable instrumentale. Et pour terminer, on a un dernier groupe qui va nous intéresser tout particulièrement, qui va être le groupe des compliers, qui vont être les patients qui vont avoir finalement le traitement attendu, sachant la valeur de la variable instrumentale.
Donc, c'est des patients qui se comportent bien au niveau de la relation entre la variable instrumentale et notre traitement. Maintenant, quand on regarde ce tableau, on pourrait dire, on peut regarder les effectifs dans chacune des 4 cases. Cependant, par exemple, pour cette case-là, on ne saura jamais distinguer individuellement un always taker d'un complier. Donc, on ne peut pas individuellement savoir si quelqu'un est complier. Par contre, il est possible d'estimer la proportion de compliers dans la population. Et justement, pour notre hypothèse A1, on va pouvoir essayer d'évaluer finalement la force de l'association entre notre variable instrumentale et le traitement. Et une des premières choses qu'on peut calculer, c'est une estimation de la proportion des compliers dans l'étude. Donc, plus cette proportion est forte, plus on va avoir une association très forte entre notre variable instrumentale et notre traitement. Le deuxième paramètre qu'on peut calculer, c'est la F statistique du modèle qui explique le traitement par la variable instrumentale et les covariables qui sont mesurées. Attention, cette statistique, elle est adaptée pour des modèles linéaires, donc c'est quand même à utiliser avec précaution. Mais historiquement, elle est encore utilisée puisque historiquement, on avait proposé un seuil de 10 pour indiquer que c'était une variable instrumentale forte. Donc, dans le cas où on a une association forte, les analyses sont valides. Si on a une association faible, on va avoir des résultats qui vont être biaisés, des intervalles de confiance qui vont être très larges. Il faut donc arrêter finalement l'analyse par variable instrumentale à ce stade. Un petit peu de détails sur le fonctionnement, mais vraiment très général. Donc, c'était plutôt des modèles qui étaient appliqués initialement en économie sur des outcomes plutôt linéaires. Et on parlait de modèles en 2 étapes. Il y avait d'abord le modèle qui expliquait le traitement par la variable instrumentale et les covariables de l'intérêt. Et puis ensuite, on faisait un modèle, on en tirait finalement une prédiction du traitement connaissant la variable instrumentale. Et c'était cette prédiction qu'on utilisait dans le modèle de l'outcome. Cette stratégie en 2 temps permettait vraiment de s'affranchir du problème des facteurs de confusion non mesurés. Il y a eu beaucoup d'extensions de ce modèle initial, et en particulier une extension qui nous intéresse particulièrement, c'est des extensions pour des outcomes non linéaires, des outcomes binaires, de comptage, de la survie. Et donc, c'est tout à fait possible, avec par exemple cette extension faite par Johnson en 2000. Donc, au niveau du résultat, une fois qu'on va avoir fait l'analyse, qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? On va obtenir ce qu'on appelle un local average treatment effect, c'est-à-dire c'est un effet qui va être causal, mais qui va être valable uniquement sur une sous-population, qui est la population dont on a déjà parlé, qui est la population des compliers. Dans ce cadre, l'estimation, elle est valide même s'il y a des facteurs de confusion non mesurés, connaissant les hypothèses qu'on a faites précédemment. Il y a pas mal d'exemples d'utilisation des variables instrumentales sur le SNDS, comme par exemple des variables instrumentales géographiques, la distance entre le code postal et l'hôpital, le département. Il y a des variables plutôt temporelles qui vont être, par exemple, l'année de prescription. S'il y a un changement des recommandations sur un traitement en particulier, bien, chaque année, il va peut-être être de moins en moins prescrit. Donc, l'année de prescription sera très liée à la présence de ce traitement. Des variables plutôt historiques, comme par exemple la préférence du prescripteur, qui va être basée sur les précédentes prescriptions qu'on pourra trouver. Et enfin, des variables qui vont être plutôt décalées dans le temps, c'est-à-dire par exemple le précédent traitement de ce patient. Et ça nécessite que ce précédent traitement ne joue pas sur notre outcome d'intérêt, au vu des hypothèses qu'on avait précédemment énoncées. Maintenant, je vais passer à un exemple qu'on a appliqué dans le SNDS. Donc, c'était une étude sur les ischémies des membres inférieurs, et on voulait voir l'effet parmi ces patients qui avaient une ischémie des membres inférieurs, l'effet de la chirurgie ou du traitement endovasculaire sur leur survie. On sait que les patients qui ont un traitement chirurgical sont les patients les plus sévères. On avait pas mal de variables à disposition dans l'étude
sur les caractéristiques des patients, leur historique médical, les comorbidités, les caractéristiques de leur séjour d'inclusion. Et cependant, on n'est pas tout à fait sûr d'avoir entièrement, il y avait d'assez fortes chances qu'on n'ait pas entièrement contrôlé la sévérité de la pathologie et la sévérité de chaque patient pour pouvoir finalement contrôler intégralement ce passage, cette flèche qui passe par la sévérité de la pathologie. Donc, ce qu'on a décidé dans cette étude, c'est d'utiliser le département des patients comme variable instrumentale, en supposant donc qu'il y a un fort lien avec le traitement et que ce n'est pas associé ni avec la sévérité de la pathologie, ni avec la survie. C'est une hypothèse. Donc, au niveau de la vérification de la première hypothèse, on trouvait 42% de compliers. On va dire que c'est modérément fort. Donc, ce n'est pas rédhibitoire pour continuer les analyses. On aimerait que ça soit plus fort, mais on va dire que l'effet qu'on va calculer va quand même concerner une grosse partie de la population. La F statistique était de 50, mais comme je vous ai dit, à l'utiliser avec précaution. Ici, je vous ai mis le pourcentage de chirurgie en fonction du département. Donc, chaque petit point est un département. On voit qu'il y avait une grande variabilité entre les différents départements, ce qui indique que donc il y a quand même une influence importante du département sur le type de traitement. Initialement, on trouvait un OR, c'était un modèle logistique sur la probabilité de décès à 1 an, de 1,5, qui était significatif. Et on avait, au niveau du modèle avec variable instrumentale, le résultat est de 2,3, toujours significatif. C'est attendu que l'effet dans le modèle avec variable instrumentale soit plus fort, puisqu'il concerne vraiment une sous-population très sélectionnée, un petit peu particulière. Mais ce qui est rassurant ici, c'est qu'on a vraiment des résultats qui concordent entre les deux modèles et qui semblent indiquer une bonne robustesse de notre étude à la présence de facteurs de confusion non mesurés. Et maintenant, je vais laisser la parole à Nada pour la conclusion. Donc, pour conclure, dans le cadre de ce webinaire, on a essayé de répondre à la question « Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a des facteurs de confusion non mesurés ?» Nous avons vu dans la première partie avec Arnaud qu'il existe, d'un point de vue design épidémiologique, des designs dits autocontrôlés qui peuvent aider à contrôler pour donc les facteurs de confusion non mesurés. Ensuite, lors des analyses statistiques, donc après l'étape design, aussi à l'étape donc design, on n'a pas pu implémenter ces designs autocontrôlés. Nous avons un arsenal de méthodes statistiques qui vont permettre donc d'évaluer la robustesse des résultats ou de contrôler également pour le biais de confusion qui peut provenir de la présence de facteurs de confusion non mesurés. Et nous avons présenté avec Eleonore 3 méthodes, donc la e-value, les negative control outcomes et les variables instrumentales. Alors, sachez qu'il existe une panoplie de méthodes statistiques aussi qui peut permettre de réaliser la même chose et différents types d'analyses de sensibilité qui peuvent être appliquées également et qui vont permettre d'évaluer donc l'impact de ces facteurs de confusion non mesurés. Et ici, nous allons vous en citer 3. Alors, il en existe beaucoup plus, comme je disais. Donc, il existe donc le High Dimensional Propensity Score, ou score de propension à haute dimension. Il existe les Negative Control Exposures, que j'avais mentionné au tout début de la partie des NCO, et qui sont fréquents dans les études qui emploient, par exemple, des questionnaires, où on peut inclure une question factice pour mesurer une exposition donc, qui va servir de témoin négatif. Et enfin, pour citer une méthode un peu plus de design, la méthode des Difference in Differences. Alors, quel message est-ce qu'on peut retenir? On peut faire des choses, mais il faut savoir que les facteurs de confusion non mesurés sont une occurrence très fréquente dans les études épidémiologiques et que ce n'est pas vraiment dramatique. On peut tout de même conduire ces analyses
On ne va pas mettre donc une étude à la poubelle, mais il faut savoir qu'il faut interpréter les résultats avec précaution, avoir en tête que ces facteurs de confusion non mesurés existent et d'essayer donc de faire au mieux pour le poids qu'on va mettre sur les résultats qui en sont issus. Voilà, donc vous pourrez retrouver dans la bibliographie donc les références sur les designs autocontrôlés sur cette diapo. Et ici, donc quelques références bibliographiques également sur les 3 méthodes statistiques mesurées. Nous vous remercions pour votre attention.